décortiquer le deck building pour le personnage de Nu. Bien sûr, c'est toujours chapitré de manière extrêmement précise pour que vous puissiez choisir les moments qui vous plairont le plus. On parlera de Fabrari, de la finesse des filtres, comment est-ce qu'on se sert de Fablazing aussi en cas de doute, comment est-ce qu'on choisit deux cartes par rapport à une autre, comment est-ce qu'on construit justement la mécanique ex nihilo, puisque là j'ai vraiment fait une progression où on part juste de ce qu'on lit sur la carte du héros et de l'héroïne, et comment est-ce que, point par point, on remonte pour ensuite arriver à la construction finale. J'espère que ça vous plaira, régalez-vous bien, laissez-moi un petit commentaire, j'adore vous lire. Plus que jamais, connectez vos neurones, puisqu'aujourd'hui je vous conviens Piquenique qui risque de vous mettre à nu. Allez, commençons par nous intéresser aux effets de cette héroïne. Vos attaques avec furtivité gagnent. Quand ce maillon de chaîne se résout, bannissez toutes les cartes actions qui défendent cette carte. On va bien décomposer parce qu'il y a beaucoup d'informations juste dans cette phrase-là. On verra le reste après. Vos attaques avec furtivité. Furtivité, c'est en gras sur les cartes, donc c'est un moyen mémotechnique. On se rappelait qu'en fait, c'est un mot-clé avec une mécanique. Donc ici, par exemple, on a en français furtivité et en anglais. Ce sont donc des cartes qui comportent ce mot-clé-là. Donc lorsque ces cartes-là, donc ces attaques avec ce mot-clé gagne quand ce maillon de chaîne se résout. Le maillon de chaîne, je vous rappelle que dans les règles, chaque carte qui attaque, ici, est traitée comme un maillon de chaîne. C'est-à-dire que là, en attaquant avec celle-ci, qui coûte 0, qui attaque 1, en attaquant avec celle-ci, je crée un maillon de chaîne. L'adversaire va pouvoir défendre. Je vais défendre avec, au hasard, celle-ci, magnifique pirate bloc, et je viens donc placer cette carte en défense ici. Une fois que j'ai attaqué, qu'il y a eu la défense, on passe maintenant aux réactions. Je fais mes attaques réactions, j'en ai pas. On passe aux réactions de défense de la personne en face, il n'y a pas de défense réaction, ce qui fait qu'on résout le maillon. Lorsqu'on a résolu le maillon, Nu nous dit: quand ce maillon de chaîne se résout, bannissez toutes les cartes actions qui défendent cette carte. Eh bien, on regarde, est-ce que la carte que je vous ai montrée, c'est une carte action? Il y a écrit pirate bloc, c'est pas une carte action, donc elle n'est pas bannie. Si par exemple l'adversaire avait décidé de défendre avec cette carte-là, on passe aux attaques réactions, aux défenses réactions, et on regarde le mot-clé, en tout cas ce qui a écrit au bas de la carte, il y a écrit action, donc celle-ci aurait pu être bannie. Bannie, je vous rappelle que c'est le fait de prendre cette carte et de la mettre dans la zone de bannissement qui est juste derrière moi, ici. Et cette carte ne peut pas être débannie, en tout cas il y a 3 ou 4 cartes, et encore je ne sais même pas dans le Silver Age, qui permettent de débannir. Donc en gros cette carte, elle va être dans la zone de bannissement, elle va y rester jusqu'à la fin de la partie. Deuxième partie du texte. Instantané, ça veut donc dire que ça peut être joué à n'importe quel moment. 3 en coup de ressources bleues. On a vu dans la précédente vidéo que les ressources bleues se généraient grâce à la mécanique de transcender. Si on a joué une carte bleue avant, on flippe, donc on tourne celle-là, et on voit qu'au dos, on a cette fameuse carte qui nous permet de générer, puisque c'est une bleue avec en haut à gauche les ressources bleues, de générer 3 de ressources bleues qui peuvent être utilisées pour payer le coût en ressources bleues ou le coût en ressources rouges. Donc, moyennant le fait d'avoir payé ces 3 de ressources bleues, on regarde la première carte du dessus du deck d'un héros adverse. Si elle est bleue, vous pouvez la bannir. Ça, admettons que c'est le deck en face, on se met ici, on regarde sur le dessus du deck et on se rend compte que cette carte, c'est une carte bleue. On peut donc la mettre dans la zone de bannissement. Alors, je la mets en face ici, on considère que c'est dans la zone, bien sûr, de bannissement de l'adversaire. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer les cartes bleues de la zone bannie de ce héros sans payer leur coût. Leur coût de pitch. Ça veut donc dire que, typiquement, on rentre en détail dans les combos plus tard, mais vous payez votre coût pour activer cet instantané.
Vous bannissez, donc vous regardez, c'est une bleue, vous la bannissez. Et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez la jouer gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer très facilement un 8 pour 3 de ressources. Maintenant qu'on a bien en tête ce que fait cette héroïne, on va pouvoir s'intéresser au deck building. On arrive sur la page de Fabrari, donc on va dans Deck, créer un nouveau deck, classique, construit pas pour ce personnage-là, on se souvient, Silver Age, on descend, on choisit ici Nu et on appelle le deck du nom voulu, moi je vais l'appeler Bienvenue. On sauvegarde. Premier réflexe que je vous conseille d'adopter, c'est d'aller dans Réglages et de descendre ici, d'aller dans Notes. Donc là, je me mets vraiment sans rien anticiper du tout, juste par rapport à ce qu'on a vu, comme si on découvrait le deck et l'héroïne pour la première fois. On a vu sur la carte de l'héroïne qu'elle avait un lien avec la mécanique Stealth. Donc c'est furtivité. Je le remets furtivité. Et la deuxième chose qu'elle propose d'avoir, c'est un lien avec les bleus. Donc la notion de chi est de transcender. Donc ça veut dire que pour ça, il va falloir utiliser beaucoup de bleu. Pourquoi beaucoup de bleu? Parce que déjà les cartes qui permettent d'avoir la mécanique transcender sont des cartes bleues. Et la condition pour pouvoir transcender, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 1, c'est d'avoir auparavant joué une carte bleue. Ça veut dire que forcément notre deck comportera une majorité de cartes bleues. On va dire à minima la moitié. Pourquoi la moitié? Parce que si jamais vous n'avez pas assez de ressources pour jouer vos attaques, et bien en fait derrière vous n'allez pas justement pouvoir avoir les ressources nécessaires. Autrement dit, pour des decks de ce type-là, partir sur la moitié, donc admettons un 50 de bleu et après 25 et 25% de rouge et de jaune, c'est à peu près cohérent. En tout cas, nous ici, on va se focaliser vraiment sur les bleus pour être certain de ne pas en oublier et de toutes les avoir. Fabrari, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous avez bricolé vos premiers decks, vous commencez déjà à connaître. Et je passe maintenant à un second outil qu'on va utiliser en parallèle de Fabrari qui est Fablazing. Vous l'avez déjà vu si vous cherchez un petit peu la méta ou si vous avez regardé mes vidéos d'Armory Deck, puisque c'est là où en fait je parle de la méta, hein. Je ne fais qu'analyser les chiffres qui sont fournis ici. Donc sur la page d'accueil on est ici, on s'intéresse à la méta de Silver Age, je prends les 15 derniers jours, je classe par nom, page 4, Nu, elle est ici. Je commenterai les chiffres plus tard. Moi ce qui m'intéresse, ça va être de faire le lien entre cette partie-là et la construction de deck. Pourquoi? Cette analyse-là, elle vous donne la fréquence et le nombre de copies qui sont jouées par carte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous cherchez des cartes, vous allez tomber sur beaucoup d'occurrences. Commencez à réfléchir un petit peu ce qui peut être pertinent ou pas pertinent de jouer pour vous, et après aller confronter ça à ce qui se fait. Je reste dans l'optique que on découvre le personnage, qu'on n'a jamais entendu parler de ce personnage, qu'on ne sait pas trop comment ça tourne, et qu'on n'a pas non plus 15 heures pour essayer chaque pièce d'équipement, de faire 15-20 parties avec une pièce ou une carte pour vérifier si ça tourne. Le tout, c'est d'avoir une base solide, et après, partir de cette base, réfléchir un petit peu. L'opposé, ce n'est pas non plus de prendre ce qu'il y a là, faire copier-coller une liste de decks et on est parti. Le but, c'est aussi de réfléchir un petit peu. Donc, je vais adopter cette posture-là hybride entre analyser ce qui se fait. Voilà, en l'occurrence, pour l'équipement pour lequel on va commencer, c'est plutôt criant. Et ensuite, regarder un peu ce que l'on a comme autre option en lien avec la recherche. De retour sur Fabrari, donc on cherche maintenant toujours au format Silver Age l'équipement qui est générique, donc qui s'applique à toutes les classes, et en particulier on va commencer par le casque, subtype ici
casque, tac. On voit qu'on a plein de pièces qui s'offrent à nous. Celle-ci, capuchon de Nulle Rune, on va le retrouver à peu près partout puisqu'il y a la carte barrière. On verra au moment venu pour choisir ça, mais vous saurez qu'il vous faut impérativement toujours du Nulle Rune. Alors, les pièces d'équipement, on en voit qui défendent pour 0. C'est-à-dire qu'en bas à droite, il y a écrit 0, 0. Certaines défendent sous condition, d'autres défendent pas du tout. Et enfin, on en a qui défendent à 2, comme c'est le cas ici. D'emblée, on sait que le personnage que l'on joue, c'est un personnage qui va être à combo, puisqu'on voit qu'on va jouer des bleus qui nécessitent des bleus pour trigger l'effet de transcender, qui va bannir la carte adverse, qui va pouvoir jouer la carte adverse. Nous, on va devoir utiliser de la ressource en pitch, que ce soit avec le chi ou avec les ressources standards. Donc, on voit qu'on n'a pas sur un personnage qui va avoir énormément de défense. Donc, on va plutôt être tenté d'aller voir les casques qui permettent d'avoir une défense plutôt importante. On se rajoute un filtre, défense supérieure ou égale à 1. Premier à gauche, on voit qu'il défend à 1, qu'il a plus 1 quand il défend une attaque réalisée par une arme. Et surtout, il est guardwell. Ça veut dire qu'une fois qu'il a défendu, il n'est pas détruit. Sa valeur de bloc sera égale à 0, puisqu'on aura 1 moins 1. Par contre, il pourra toujours bloquer. Souvenez-vous que certaines cartes forcent le héros défenseur à bloquer avec une pièce d'équipement. Donc c'est-à-dire que cette carte-là pourra toujours être utilisée pour bloquer, même si sa valeur est nulle. La seconde carte bloque à 2, mais la condition pour bloquer, c'est qu'il faut que l'attaquant ait pioché. Donc typiquement, vous, c'est votre tour, vous jouez, le tour se termine, vous piochez, mais l'adversaire n'a pas repioché. Donc vous enchaînez, vous finissez votre tour, la personne en face de vous répond, et en fait vous ne pourrez pas défendre avec cette carte si la personne n'a pas de mécanique de pioche. Donc déjà, c'est plutôt restrictif. Outre cet aspect, elle est Blade Break. Ça veut dire qu'une fois qu'elle aura défendu, elle sort du champ de bataille, elle est détruite. La troisième, elle bloque à 2, mais au début de la phase de fin, on met un marqueur moins 1. Et ce qui fait que si on s'en est pas servi en fait pendant 2 tours, on finit à 0. Et même si on ne défend plus avec et qu'on la garde avec une valeur qui vaut 0, à partir du moment où on a défendu au tout début, on va devoir la détruire. La quatrième, dont j'aime particulièrement le skin, bloc à 1, nous permet de regarder la top card du deck. Bon, pourquoi pas, mais surtout elle est détruite. Donc en gros, on va bloquer à 1 une fois et terminer. Ça veut dire que si par exemple, on aurait voulu garder cette carte-là pour regarder à un moment opportun pour savoir si on peut envoyer la sauce ou pas, et bien en fait, ça ne sera pas utile puisque si on est obligé de défendre pour se sauver un point de PV, par exemple sur un on-hit ou quelque chose comme ça, et bien en fait, on perd cette option-là. Donc défendre pour 1 en Blade Break, avec ça, c'est pas extraordinaire. Et enfin, lui, c'est vraiment l'équipement basique. Bloc pour 1, il se détruit. Donc on voit déjà que dans le lot, il y a vraiment lui qui retient fortement notre attention. Celui-là, il y a trop de conditions. Bon, celui-là, moins 1 un petit peu. Bon, à la limite, ça serait entre ces deux-là. Pour savoir lequel est le plus joué, donc ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais en tout cas, s'il a une très forte représentativité, il y a des chances qu'il tourne bien dans la méta. Et bien on va regarder sur l'outil Fablazing. Fablazing, donc on était sur la même page, hein, donc nu en Silver Age. On va dans équipement et on voit que ici, le Blade Break, est-ce qu'il apparaît? On voit qu'il est joué à 62% du temps. Du coup, c'est quand même plutôt encourageant. Est-ce qu'on voit d'autres cartes qu'on aurait sélectionnées, par exemple le Hellsman Peak, est-ce qu'on le voit? On le voit pas, et tout ça, ce sont pas des casques.
Donc on se dit, bon, ok, il y a de fortes chances que, avec ce casque-là, en tout cas c'est celui qui est le plus joué, donc il y a de bonnes chances qu'on soit sur une piste en tout cas plutôt intéressante. Donc on va choisir ce casque. On est maintenant à la croisée des chemins. Vous avez vu la durée nécessaire juste pour le casque. Il y a tout le reste de l'équipement, plus bien sûr tout le deck derrière. J'ai choisi le casque, alors oui, je vous ai pris l'exemple de la tête aux pieds, mais j'aurais pu trouver n'importe quel autre exemple pour commencer par une pièce qui m'intéressait le plus. Et si j'ai commencé par le casque, c'est parce que justement c'était celui qui avait le taux de représentativité le plus bas. Je ne parle pas du win rate, je parle du taux le plus bas, 62,7%. On voit que c'est quand même déjà au-delà de la moyenne. Et toutes les autres pièces, que ce soit les armes, ici les poignets ou les bottes, les jambes, pardon, on voit surtout pour elles qu'elles sont à 99%, 98%, 90%. Donc, on pourrait passer encore beaucoup de temps à essayer de choisir, à remonter, etc. Mais c'est là où tout l'intérêt de l'outil se fait sentir de Fablazing, puisque vous dites, ok, je vais prendre ça. Donc oui, c'est exactement ce qu'on va prendre comme pièce matérielle. Et plutôt que de faire de la recherche ex nihilo, on va essayer de se dire, on prend de l'autre côté, on va faire du rétro-engineering. Bon, on voit que 98% des gens jouent ces bots. On se dit, bon ben, pourquoi? On voit que c'est une attaque-réaction, ok, elle coûte 1 de ressources, on la détruit. Create un Slither dans votre main. On voit que les Battle Worn. Déjà Battle Worn, bon point. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Slither? On regarde et qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que c'est un éphémère, qu'elle ne peut pas commencer la partie dans votre deck, elle devrait être mise dans un cimetière, retirez-la de la partie à la place. Donc c'est vraiment une carte qui ne compte pas dans le deck, mais qui va être rajoutée, puisque là on nous dit vraiment de créer. Et la carte action d'attaque ciblée gagne encore une fois. Donc ça veut dire que c'est une mystique, bon ça c'est normal. Assassin, réaction d'attaque. Et là on voit qu'il y a un premier mot qui fait tilt, c'est la notion d'assassin. Si vous avez été peut-être un petit peu curieuse et curieux, vous avez vu qu'on l'a retrouvé, on retrouve déjà ce mot-clé bien sûr sur les bots, hein, parce que c'est mystique, mais assassin. C'est une réaction d'attaque. Action d'attaque, on se souvient que ça intervient après, ou si nous on attaque, la personne en face défend, et ensuite on passe à la phase de réaction, nous on attaque, donc on a la réaction d'attaque, l'adversaire a les réactions de défense, puis après on passe aux dégâts. Si plus personne n'a de réaction d'attaque ou de défense à jouer. Donc ici, ça veut dire que la carte action d'attaque ciblée gagne encore une fois. Ah tiens, ça veut dire que là, les bots, elles vont nous donner encore une fois pour un de ressources et en réaction d'attaque. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer une carte et selon ce que joue l'adversaire, on a le choix de surenchérir avec une réaction d'attaque pour avoir encore une fois, ou alors au contraire, la garder pour un moment plus opportun et construire un vrai combo. Spoiler alerte, on construira des vrais combos, c'est vraiment Nu, c'est vraiment un deck à combo, un deck de disruption massive. Parfois, selon ce que vous avez dans votre main, selon où vous en êtes, selon plein de paramètres, il se peut que ça vous arrange qu'à un moment donné, vous ayez besoin ou envie de faire un go again, et donc vous savez que vous avez vos bots qui vous servent justement à avoir encore une fois. Les poignets, même limonade, on voit que c'est une réaction d'attaque, assassin, mystique, sans surprise. Create un Fang Strike dans votre main. Battleborn aussi, nickel. Qu'est-ce que c'est? Fang Strike, c'est encore un éphémère, donc qui commence pas la partie en jeu, mais qui vient se rajouter et qui propose un +1. Donc c'est une réaction d'attaque. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la possibilité de le garder ou pas, c'est toujours valable. Et vous avez un +1. Ce qui fait que avec ces deux équipements-là, vous avez sous le coude, en réaction d'attaque, un +1 et un go again. Donc on comprend qu'effectivement ce soit massivement joué pour ce type de deck-là qui a besoin de combos et d'avoir une très grosse explosivité. Pour les armes, une fois par tour pour 2 de ressources, attaque, go again. Donc ça va être chouette.
puisqu'on imagine qu'on va pouvoir la mettre soit en tout début de cycle, soit en fin de cycle s'il nous reste de la ressource. Bref, elle nous offre un attaque go again. Alors deux coups pour un d'attaque, c'est pas extraordinaire. Par contre, quand ça touche, on hit, la prochaine bleue gagne +1 et go again. Donc on comprend bien que on va pas a priori l'engager au tout début. En tout cas, au tout début de partie, on va pas la mettre au tout début parce que en fait, vous allez vous la faire bloquer et c'est terminé quoi. Vous allez avoir payé 2 de ressources pour rien, finalement, sans menacer et pour juste un go again. Par contre, on voit que si on arrive à épuiser un petit peu l'adversaire, c'est-à-dire le faire bloquer, etc., le pousser dans ses retranchements, et qu'à un moment donné, on voit que voilà, je sais pas, il reste 2 cartes ou une carte ou peu importe, ou que vous avez banni, qu'il y a un gros tour qui arrive, vous lui mettez ça, et donc potentiellement sur votre prochaine, votre prochaine bleue, vous avez un +1 et go again. Autrement dit, le +1 go again, je vous rappelle que c'est l'équivalent combiné de ces 2 éphémères. Alors ici, c'est la carte action d'attaque, c'est moins restrictif puisque pour la dague, ce qu'elle vous demande, c'est que ce soit sur l'attaque bleue. Mais bon, grosso modo, modulo le fait que ce soit que sur une carte bleue, vous avez un +1 go again sur votre arme. L'autre arme, c'est la morsure d'araignée. Le terme à droite, c'est bien sûr de l'anglais. Même chose que pour l'autre, sont tendus une fois par tour, 2 de ressources, attaque, encore une fois. Attaque, elle propose 1 de dégâts à l'adversaire. Par contre, l'énorme différence, c'est qu'elle a piercing 1. C'est-à-dire que lorsque cette attaque à 1 est défendue par un équipement, elle passe à 2. Les équipements, vous allez les utiliser pour défendre les attaques à 1. N'allez pas me bloquer une attaque à 3, n'allez pas me bloquer avec une 3 de défense, une attaque à 1. Ça peut parfois arriver, si vraiment vous voulez empêcher, notamment je pense à Syndra en CC, d'enchaîner tous ses combos parce qu'il lui manquera à un moment donné un on-hit ou un mark, ou voilà. C'est très rare de bloquer les attaques à 1 avec une carte à 3. En tout cas, c'est un peu contre-productif. Mais voilà, dans certains cas précis, selon. Bref. Tout ça pour dire que le fait qu'elle ait piercing 1, ça force votre adversaire à bloquer avec une carte de sa main, parce que sinon ça l'expose à avoir un on-hit. Et ce on-hit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la prochaine fois que le héros défend, donc que votre adversaire défend, avec une ou plus, donc à partir de une, à carte action d'attaque, ces cartes ont -1 quand elles défendent. On se souvient aussi que Nu, elle a un malus ou un bonus pour nous concernant les cartes qui défendent. Pourquoi? Parce que si jamais vous attaquez avec une carte ici qui a Stealth, furtivité, quand le maillon de chaîne se résout, on bannit toutes les cartes actions qui défendent. Ça veut dire que si vous mettez un coup de morsure, ça touche, l'adversaire, soit c'est défaussé d'une carte pour éviter le on-hit, soit justement c'est pris le on-hit, il va avoir ces cartes qui défendent moins bien et qui en plus de ça sont bannies. Donc là ça va lui laisser le choix. Soit il ou elle veut préserver ses points de vie, il va dire tant pis je bloque tout au maximum. Ce qui dans tous les cas force l'adversaire à faire un choix qui forcément va vous avantager à vous. La dernière pièce du puzzle, en tout cas concernant juste l'équipement, c'est le torse. Le torse, donc on se remet comme tout à l'heure, générique, Silver Edge, équipement. Je vois que ici on a les mêmes archétypes. On a Nulle Rune, on reconnaît la Iron Plate, on reconnaît celle-ci sur la frontline, le torse du casque qu'on a sélectionné. Et on voit que dans l'ensemble, les torses, en fait, ils bloquent à 0. Là, il n'y a carrément pas de bloc. Lui bloque à 2, mais il a un -1. Lui bloque à 2, mais il ne peut défendre que si le contrôleur héros adverse a détruit un token de vigueur. Donc ça va être très match-up dépendant. On ne va pas s'en servir tout le temps, donc ça n'a pas grand intérêt. En tout cas, il faudra limite le sider, mais bon, on n'en est pas là. Donc, ce que l'on peut faire déjà, c'est qu'on va utiliser le filtre inverse par rapport à tout à l'heure. C'est supprimer celles qui sont supérieures ou égales à 1. Donc, il faut que l'on garde celles qui sont inférieures ou égales à 1.
a ça. Bon, celui-ci, on a déjà le torse, donc c'est vrai que ça serait bête de ne pas avoir si on ne peut pas avoir un petit effet supplémentaire. On a vu que ça bloquait bien, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un torse qui nous prodigue un effet? Bon, ok, quand ça bloque, on gagne 1 de pitch. Ah, activer que cette habilité que si on a fait des dommages ou que l'on a subi des dommages. Donc c'est-à-dire qu'il faut nécessairement des on-hit, gagner 1 de ressources. On a vu qu'on jouait beaucoup de bleu. Est-ce que c'est pertinent? Bon, on ne sait pas trop. 3e carte, bloc pour 0, détruire. Ceci, donc une action, gagner 1 de ressources, go again. En fait, bien sûr, puisque à la lumière de ce qu'on a vu, on se souvient que Nu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bannit. Donc ça veut dire que si elle bannit des cartes et qu'on peut s'en servir après sans coup, on va forcément avoir de la disruption. On a vu que la mécanique de transcender, elle n'est valable que si on joue une carte bleue avant. Mais pour jouer une carte bleue, pour l'instant on ne connaît pas trop les coups, etc. Je ne vais pas vous spoiler, mais on ne connaît pas encore les coups, mais on présume que il va falloir quand même à un moment donné avoir un petit peu de ressources. Le go again va permettre de libérer, parce que nos 2 armes nous donnent un go again sur leur attaque à elle. On a aussi les pièces d'équipement qui rajoutent des éphémères qui soit boost plus 1, soit go again. Donc on sent vraiment qu'on est en train d'empiler plein de cartes, de petites touches, et avoir un go again sur mesure quand on veut justement, comme ce deck là, enchaîner les bleus éventuellement, ou enchaîner le jeu avec les cartes adverses aussi, puisqu'on n'a pas besoin de s'en servir, on n'a pas besoin de payer le coût en ressources, mais on peut garder ce coup là pour pouvoir enchaîner avec les cartes adverses, bref, avoir justement ce go again là sur demande. Bien sûr que cette carte là, elle retient de suite notre attention. Carte suivante, on détruit, donc prévient le 1 damage, et on ne peut s'en servir que si on a subi déjà des dégâts à ce tour. Bon, ok. Détruire, gagner 1 et activer que si on a pioché une carte. Nous, on n'a pas une mécanique de pioche, a priori, donc entre ces deux-là, on devrait choisir la première. Celle-ci, mettez une carte de votre main au-dessous de vos decks. Gagnez 3, go again. Bon. Après avoir détruit ça, gagnez 3 de ressources, est-ce que vraiment on a besoin? On sait qu'on a le chi qui peut nous en fournir. Donc gagner 3, go again, ça peut être intéressant, mais ça veut dire qu'on n'a pas les cartes en main puisqu'on les met sous le deck. Donc en gros, on recycle, hein, c'est le but. Et nous qui cherchons justement à reconstruire des combos, à essayer d'en avoir, je sais pas si on a un grand intérêt à filtrer nos mains. Je sais pas. Bon, très bien, hein, Garden of Spring, Détruire This Go Again, c'est exactement la même que ça. Le même skin, ça bloque pour 0, c'est exactement la même. Celle-ci, elle a été éditée dans un deck particulier. Alors que là, c'est général, sup. Du coup, c'est super slam. Mais celle-ci, elle est accessible pour tout le monde. Iron Plate, bon, bloc pour 0, défendre, on peut payer 2, on gagne plus 2 et ça détruit. Ok, donc on paye 1 de ressources pour avoir plus 2. Donc on a dit que la défense à plus 2, ça nous intéressait pas trop, qu'on était plutôt à la recherche d'une pièce qui nous apporte un effet. Bon, celle-ci, 1, Blade Black basique. Nul rune, ça reste ici. Alors, si votre héros, on peut payer 1 pour prévenir, la détruire à la fin de la phase, en gros, ça revient un petit peu ici, à part que là, il faut avoir subi un point de dégâts, là, il faut payer 1 de pitch. Bon, je sais pas trop. Prévient les damages, mais à part que, à la différence d'avant, d'ici plutôt, il n'est pas détruit, et puis surtout, il n'y a pas de condition. Mais c'est pour l'arcane damage. En gros, c'est une nulle rune, mais qui coûte pas de ressources. Nous, la ressource, on n'en déborde pas, donc voilà. Et celle-ci, quand ça défend, put face sauvegarde dans l'arsenal, sur le dessous du deck, nous, est-ce qu'on joue avec l'arsenal? Ben, on a quand même quelques, je vous spoil, quelques attaques-réactions qui seraient intéressantes peut-être d'avoir ici. Et si on le fait, on draw, et ceci à plus 1.
Ouais, celle-là est intéressante, celle-là est intéressante aussi. Donc, on récapitule, on a le Blossom of Spring qui est plutôt pas mal. On a dit qu'on la préfère à celle-ci. Celle-là, je sais pas trop. Celle-là et celle-là, c'est la même. Et celle-ci, à voir. Donc, maintenant, le but, ça va être de faire le tri entre ces cartes-là pour voir celle qui nous correspondrait le mieux. Si on ne sait pas trancher et qu'on n'a pas la réponse dans Fabrari, et bien en fait, on construit d'abord le reste du deck pour voir ce qui marche le mieux en fonction de ce qu'on a construit. Est-ce qu'on va préférer avoir un de ressources plus un go again? Tout à l'heure, on a dit que c'était pas intéressant de filtrer sa main, mais peut-être qu'on est allé un petit peu vite en besogne. Ou alors, est-ce qu'au contraire, on veut vraiment avoir une carte de l'arsenal, la mettre sous le deck pour là aussi filtrer, mais différemment de prendre sa main et la rechanger, bref. On construit le reste du deck et on traitera ça du coup à la fin. On rentre dans le dur, à savoir le reste du deck. On a donc le personnage qui est mystique assassin. Mystique tout seul, en termes de mots-clés, on a vu ce que c'était. Hein, c'était les cartes qui ont la mécanique transcendée, CF, la partie 1. Et là, donc, on va s'intéresser d'abord aux cartes qui ont à la fois le mot-clé mystique et assassin, puis les cartes qui ont que le mot assassin. Sur Fabrari, on va donc chercher dans la classe assassin en Silver Age et je vais sélectionner juste mystique. Pourquoi ici je choisis pas le type? C'est parce qu'on va essayer de voir un petit peu dans l'ensemble si par hasard il n'y aurait pas des pièces d'équipement qui apparaissent. Celle-ci c'est bon, là j'envoie une nouvelle. On me dit que bon, c'est équipé face retournée. Au début de mon tour, s'il vous reste un point de vie exactement, on peut la retourner pour défendre à 2. Autant en CC, pourquoi pas. Mais et encore que. Mais là, en Silver Age, ça va tellement vite. Et puis même spécifiquement un point de vie, l'adversaire peut vraiment jouer autour de ça. Et puis franchement, attendre à être à 1 PV, c'est pas à ce moment-là que les deux de défendre vont faire, que les deux de def vont faire la différence. Dans le sens où c'est un jeu tellement brutal et vous êtes tellement disruptif que attendre un PV pile, pas, en tout cas, selon moi, je trouve pas ça vraiment pertinent. On a les tokens, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici. Non, pardon, ici et ici. Je confonds avec la morsure, donc celui-ci et celui-ci. Et là, on voit qu'il y a de nouvelles cartes. Alors, ici, on a ça. Qu'est-ce que ça dit? Ok, un buff. Si on a pitch une blue card, nous, on sait déjà, par rapport à la mécanique de transcender, qu'on va devoir jouer beaucoup de bleu. Donc ça va être un boost parfait. Celui-ci, target gagne plus 1. Donc soit assassin, soit mystique. On regarde les top cards du héros qui défend et choisit une carte. Si c'est du bleu, ça supprime sa défense. Mettez la carte choisie dans la chaîne active avec 0 de défense. As a defending card, the rest of the top if any order. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ni plus ni moins, on va lui voler une carte bleue. Puisque du coup, on va la prendre, elle n'aura pas de défense, puisque c'est une bleue. Et on se souvient que si on a fait une attaque qui a stealth, et bien en fait, toutes les cartes qui sont bannies. Donc ça veut dire qu'on va potentiellement bannir les cartes que le joueur ou la joueuse a mis pour défendre, plus une carte qu'on aura choisie parmi les 4 du dessus, qui en plus ne vont pas apporter de la défense, et qui vont se retrouver bannies si on a attaqué avec une carte stealth, donc celle-ci aussi. Super choix. On l'a aussi en rainbow. Rainbow, c'est quand on a les 3 couleurs. Plus exactement, toutes les couleurs disponibles. Donc ça revient à l'arc-en-ciel. Ça, on l'a déjà vu. Et celui-là, en fait, on a quoi? On a plus 3, plus 3. Si j'ai pitch une blue, ben oui, en fait, elle va créer un slither. On se souvient que c'était parmi les 2 tokens aussi créés par l'équipement. Donc ça, c'était l'ondulation, celui qui donne Go Again, et l'autre, ici ça a été traduit par frappe de croc, ça gagne,
plus 1. Avec ces cartes-là, on sent bien qu'on va avoir une grosse partie de réflexion et une super base. On va regarder. Donc Is, Intimidate et Venomous, on se met là. Is, on l'a sans hésitation. Venomous, on l'a aussi en rouge. Et Intimidate, est-ce qu'on l'a? On l'a ici, 40%. Bon, on va voir. On sait en tout cas que de manière absolument certaine, on va pouvoir rentrer donc celle-ci et le Venomous. On se souvient que Nu, elle a un trigger sur les attaques qui ont stealth, donc on va décocher ici Mystique et on va aller se placer avec un mot-clé pour nous permettre justement de jouer là-dessus. Hop, et on a les cartes qui ont stealth. Celle-ci, banish le top, parfait. En plus on draw. Ok. Celui-là, défense réaction, ok, intéressant aussi pour la disruption. Morsure. Ok. Stealth, banish, ok. Donc nous, effectivement, on voit que le deck encourage à bannir. Donc on veut renforcer cette action-là pour encore plus de disruption. Donc on sait déjà que Art of Desire, à voir quelle couleur. En tout cas, rouge c'est sûr, mais est-ce qu'on prend après combien de bleu Tether, on verra ensuite, mais en tout cas c'est sûr. Et celui-là aussi. Banish, ouais. Normalement c'est bon. Creep, bon, on va voir. Celui-là, intéressant. Bon, pour piocher, on va voir. Banish, c'est sûr. Double Trouble. Banish le top card, c'est sûr. Ok, un contrat aussi. Banish. Ok, Dominate. Les dégâts sont directs. Bon, pour 3, je sais pas trop. Marque héros, ça nous concerne pas. Puisqu'on n'a pas de la mécanique marquée. Banish, intéressant ça aussi. Ok, ça donne un +1. L'acupuncture. Marqué, ça ne nous intéresse pas. Prochaine attaque avec stealth. Ouais, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher parce que si on en tombe sur plusieurs, mais nous, on se souvient que notre mécanique, c'est aussi jouer une bleue plus une bleue si on veut transcender. Et avoir 2 attaques stealth dans la même main de suite, c'est pas forcément prioritaire. Pas forcément en tout cas ce qui peut arriver. Marque, ça ne concerne pas, ça ne concerne pas. Marque, ça ne concerne pas. Ok. Create Frailty. Parmi ces cartes-là, on en a vu qui étaient intéressantes, 5 ou 6. On va regarder où est-ce qu'elles apparaissent du coup dans Fable Asie. Art of Desire, c'était sûr. Body and Mind, c'était sûr. Ah, Double Trouble est beaucoup joué aussi. Pourquoi? Parce qu'on en banish 2 en même temps. Forcément, celle-ci, on l'avait repérée, on va la voir aussi. La morsure, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Le Bones, ouais, c'est sûr. 3 de ressources, c'est vachement intéressant. Ah tiens, le joue en bicolore, a priori. Ça, on reconnaît les cartes mystiques. Je vais pas y revenir, hein. On les a choisies. Je vais juste faire une petite sélection, mais on voit que voilà, on les a ici. Ah tiens, il y a Double Trouble en bleu aussi. Ok, intéressant. Ok, toujours les mystiques. Ok, donc on voit déjà que dans le lot, on a sélectionné déjà pas mal. Petit bilan pour faire un point. Là, on a... Donc je vous ai mis la copie ici parce que j'ai peur de faire des bêtises et supprimer ce que j'aurais fait avant, bref. Là, on a le personnage. Le deck 28 cartes, réparties en, pour l'instant, 14 rouges, 14 bleus. Donc on est bon au niveau de la courbe. Là, on a du bannissement avec du stealth partout. En tout cas, pour les attaques, on a du stealth partout. C'est parfait parce que ça se combine très très bien avec ce que cherche à faire Nu. On a du bannissement, parfois du bannissement du 2 cartes en même temps, du dessus du deck, une carte au choix parmi 4. On a du buff, +3, plus
les créations de +1 pour la suite ou du go again pour la suite. On a elle qui demande aussi un bannissement avec gagner un point de vie. Lui aussi désire de la chair, bannissement aussi avec en plus un petit bonus de points de vie. Donc celle-ci acupuncture +1, on peut pas être les dégâts ne peuvent pas être prévenus. Voilà, on a pas mal de choses déjà. Pour ce deck là, on touche quand même à la fin. On a beaucoup d'attaques, on a de la ressource. Maintenant on va essayer de se trouver un petit peu des combos avec des défenses réactions au cas où on tombe sur un deck extrêmement agressif, pour pouvoir avoir justement des défenses réactions ou des gros blocs si à l'inverse on tombe sur des decks qui sont un petit peu plus mous mais qui mettent des attaques extrêmement puissantes avec un très grosse valeur de dégâts. Le side, je vous le parachute. On va utiliser ici un side défensif avec 3 pièces qui ont le arcane barrière d'arcane, le capuchon, la robe et une deuxième main. Pourquoi ces pièces-là par rapport aux autres? Puisqu'on se souvient qu'on a aussi les bottes de Nuln et les gants de Nuln. Les gants et les bottes, précisément pour nous, ce sont nos must-have. Puisque les bottes nous donnent un Slither qui est donc le Go Again et le Fang Strike qui donne +1 dégâts. Donc on va certainement pas retirer ces pièces-là pour mettre de l'arcane barrière. Alors que pour le reste, la tête, le casque, ben voilà, on va avoir un +1, +2 selon si c'est une attaque d'arme. Et celui-ci, un Go Again, c'est extrêmement fort, mais en tout cas moins pertinent que d'avoir un +1 ici en Go Again avec le Slither et qui surtout défend. Ce 1 de défense permet de trancher par rapport à avoir un Go Again, et en plus ce Go Again là on peut quand même garder le 1 de défense, voilà, qui vraiment tranche. Là, défense réaction à 7, oui, défense réaction à 7, parfait pour justement tanker les gros gardiens. Et ensuite on va avoir ces 2 défenses réaction, ces 2 pièges qu'on est allé piquer chez les assassins et les rangers. Pourquoi? On va pouvoir créer à nouveau des tokens. On se rend compte qu'on a un deck qui contient déjà quand même pas mal de tokens. Donc déjà défense à 3, bon, défense réaction. Le premier donne du -1 aux dégâts, donc ça c'est très bien, par exemple typiquement pour les assassins ou ceux qui vont multiplier, ou les ninjas qui vont multiplier plein de petites attaques à 1. On va avoir un -1 dessus, et celui-ci complètement une énorme disruption. Début de la phase de fin, on détruit ça, et puis toutes les cartes dans la main et dans l'arsenal vont en dessous. Donc en gros, tac, on repart à 0. Donc ça c'est vraiment une disruption parfaite. Ces 2 cartes-là vont très bien dans l'esprit de Nu pour pouvoir ajouter de la disruption. De retour sur nos cartes qui font uniquement transcender en Silver Age. On va pas toutes les garder. Parce qu'on est déjà limité en nombre de cartes, et il y en a, selon moi, 2 qui pourraient être remplacées par une mécanique un petit peu plus probante, que ce soit en termes de dégâts ou en termes de contrôle. Grosso modo, ça va être ces 2-là. Celle-ci nous permet de mélanger, outre la possibilité de réaliser transcender, ça nous permet de mélanger. Nous, on n'a pas vraiment besoin. On a déjà 6 cartes qui transcendent. Donc 6 cartes sur 40, on a déjà un bon ratio. Et celle-ci, un dommage de -1, on en a déjà qui le font. Point bilan. Il nous manque 6 cartes. Pour l'équipement, c'est bon. Ici, on a rajouté du stealth, on a rajouté du bannissement. On a fait attention à avoir assez de ressources. Ah oui, on est plutôt large. J'y reviens après. On a nos cartes mystiques qui permettent la mécanique transcender. Là déjà, on voit qu'on a 20 bleus et 14 rouges. Avoir autant de déséquilibre, sachant que nos bleus ne sont pas impactantes dans le sens où elles permettent de jouer une mécanique mais elles n'attaquent pas. Avoir un si gros déséquilibre avec les rouges, ça veut dire qu'on va avoir un deck qui est mou. Donc, pour les cartes qui nous restent, on va a priori vouloir arriver à 6 rouges. Pour le choix de ces 6 rouges, on va pas partir n'importe comment.
il nous reste encore une ou deux catégories qu'on n'a pas encore abordées. Et on va voir ça justement maintenant. Parmi les cartes qui nous restent à explorer, on a les cartes au format Silver Age, générique, et qui ont dans leur texte le mot-clé Banish. J'ai oublié les 2 points. Ces cartes-là, on va les regarder une par une. Ici on a un item, ici on a un item, on s'en fiche. Celle-ci, ok, demande de bannir, ok, 5 pour 1, 2 de def, ça marche. Elle, 6 pour 2, banish non-attaque de l'arsenal adverse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui jouent avec l'arsenal adverse? Donc, on a elle qui joue avec l'arsenal adverse, elle qui joue avec l'arsenal adverse, elle qui joue avec l'arsenal adverse avec encore plus. Du coup, un bannissement d'une carte instantanée. Donc, si déjà en face, ça joue pas trop avec l'arsenal ou que ça met des défenses-réactions dans l'arsenal, en fait, vous n'allez jamais bannir quoi que ce soit. Celle-ci banish une attaque-action. Pareil, si je joue avec défense-réaction à l'arsenal, ben en fait, celle-ci, vous n'allez jamais rien bannir. Celle-ci, il faut banish une carte qu'on joue pas. Celle-ci, il faut banish une carte qu'on joue pas. Même chose ici. Nimbilism, on l'a pas. Celle-ci, on l'a pas non plus. Là, c'est OK plus 2, pourquoi pas. Mais celle qui va attirer toute notre attention, c'est le petit mot-clé en gras là, qui fait de l'œil. C'est le Go Again. Pourquoi? On va avoir une 5 de dégâts pour 1 de coup, qui def à 2, mais bon, elle n'est pas là pour ça. Et avoir 1 plus 1, donc elle va avoir 5 Go Again. Si on bannit une carte avec 1 de notre cimetière. Ça veut donc dire que pour ça, on va avoir donc une carte qui tape à 5 et qui donne en plus Go Again. On pourrait se dire être tenté de prendre un gros chiffre ici. Je vois 7, je vois 5, si vraiment on regarde que les chiffres. Mais il n'y a pas de Go Again. Vous allez me dire, oui, mais le Go Again, on peut le gagner avec des tokens. Oui. Mais ce token-là, il pourrait être utile pour enchaîner et faire une autre carte. Outre cet aspect, on voit que là, on ne bannit que, comme on l'a vu au tout début, qu'une carte d'un seul type dans l'arsenal. Alors que là, ça dépend de nous, puisque ça dépend des cartes que nous jouons. Ça ne dépend pas de la façon dont joue l'adversaire. Ça veut dire qu'on place entre nos mains à nous, littéralement, comment est-ce que cette carte va se positionner. Petit récapitulatif, il nous manque 4 cartes. Donc accrochez-vous, on est bientôt à la fin de cette partie-là. Ma voix baisse parce qu'il est hyper tard. Donc on s'accroche. L'idée c'est que je trouve que le deck manque un peu d'attaque-réaction. Ce qui fait la beauté de ce type de deck-là, c'est de pouvoir bait. C'est-à-dire que tu mets une attaque et tu vois comment l'adversaire répond. Selon comment l'adversaire répond, tu peux soit pousser à fond et dire ok, je mets les attaques-réactions, je l'enchaîne pour pouvoir vraiment mettre un énorme tour. Ou alors, tu dis, comme l'adversaire sait que potentiellement je peux mettre des attaques-réactions, il va plutôt jouer de manière prudente. Et toi, tu vas pouvoir punir ce côté-là de manière prudente parce que avec cette histoire de mind game, justement, comme l'autre sait que tu peux empiler les attaques-réactions, chaque défense, il va un petit peu suer ou un petit peu essayer d'anticiper, de voir ce que tu peux faire. Donc, on va se rajouter des attaques-réactions pour augmenter notre vitesse et notre jeu de mind game, puisque je rappelle que ce deck-là, il fait de la disruption. Si on se retrouve avec un deck disruptif, qui fait du mind game, et qui a des gros bonus avec des attaques qui peuvent vraiment passer outre, il commence à devenir dangereux. On risque de vous surprendre. J'ai choisi en dernière carte, c'est Sirène. Elle coûte 2, elles attaquent pour 6, elles def pour 2. Il n'y a pas de bannissement, il n'y a pas de stealth, il n'y a pas de go again. Ce qui me permet, c'est de gagner un point de vie. Pourquoi je les ai choisis? On n'a aucune attaque directe avec un montant élevé. Le deck que l'on joue, c'est un deck disruptif à combo. C'est-à-dire qu'on va devoir jouer une attaque avec une faible valeur, 3, et lui rajouter une attaque réaction pour venir la buffer. Le souci, c'est que parfois,
on a des mains, on le verra dans la vidéo suivante sur le gameplay, où en fait on peut rien faire. On peut pas tirer profit parce que soit on a que de la disruption, soit on a que du bonus, soit on a que des petites attaques toutes seules, donc mettre 3 ça sert à rien. Et bien d'incorporer ces deux cartes là qui tapent à 6 pour 2, ça permet de lier un petit peu entre des mains où on n'aurait que de la disruption, des attaques à 1 ou que du buff. Attention, elles n'ont pas stealth, donc c'est-à-dire qu'elles vont pas trigger. Et ce sont pour des actions attaques, mais ça veut dire aussi que elles peuvent pas être la cible de ça. Donc ni de celui-là, ni de celui-là, ni de celui-là. Donc ce sont pas des cartes qui vont venir combiner, se comboter avec le reste du deck, mais ça va être plutôt des cartes un petit peu de secours qui malgré tout pourront quand même faire quelque chose pour 2 de ressources et avoir une vraie menace. Si vous avez été attentif, vous avez vu que ça fait un moment qu'on a cette carte dans le deck. Donc pourquoi est-ce que on l'a choisi? C'est parce que par rapport en particulier au choix de la sirène à la fin qui ne combote pas, qui n'a pas le go again, ben en fait on peut quand même récupérer de la ressource parce qu'on a introduit des cartes qui sont à 2 de ressources. Donc d'avoir cette ressource là supplémentaire, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Avant de se quitter, on va parler très brièvement de cette agrégation de tous les résultats statistiques. Ce qui nous intéresse le plus, on voit qu'on a 18 stealths, donc ça c'est parfait, puisque c'est ce avec quoi joue notre héroïne. 6 transcendés sur 8, on a fait le choix d'en avoir 6, puisque les deux, on a eu des cartes qui font mieux tourner le deck, en tout cas selon moi. Pitch de 10, parfait, ça veut dire qu'on a assez de ressources pour pouvoir payer le coup. Puissance 1,35, c'est très bas mais c'est normal puisqu'on va jouer avec des cartes en attaque-réaction qui vont venir apporter des bonus. Défense de 45, on défend bien. Et ça, c'est sans compter le sideboard dans lequel il y a des facettes. À ce moment-là, on passe à 2,70. Et on perd en puissance bien sûr parce que là aussi, ce sont des cartes qui viennent booster ou baisser la défense. Là, des probabilités de tirage en main, on voit qu'on a peu de probabilité d'avoir aucune rouge, ni aucune bleue, ni aucune stealth, et que d'avoir 2 de chaque. C'est à peu près équilibré. Les types, action, très bien. Attaque, oui, attaque-réaction, c'est le personnage qui veut ça. Quelques instantanés, puisque ce sont les cartes, les 6 transcendés. Bon, là, on s'en fiche un petit peu. On joue avec des commons et des rares, bien évidemment. On en a énormément qui sont gratuites. Le maximum qu'on a sont les sirènes qui coûtent 2. Mais ça peut être contrebalancé par exemple par le torse, justement, beaucoup de def à 3. Ça c'est très bien. Énormément de puissance 1 et qui sont venus derrière qui sont justement buffés derrière. Après cette petite heure passée ensemble, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses, que ce soit en termes de choix des cartes ou comment est-ce que quand on est à 2 cartes qui ont presque les mêmes effets, comment est-ce qu'elles peuvent aussi se combiner ensemble, comment on peut trouver aussi l'équipement. Est-ce que parfois il y a un intérêt à choisir 2 cartes dans tout le deck qui ne vont pas avec le reste pour pallier justement à une éventuelle faille du deck. Bref, beaucoup de choses. Appropriez-vous bien ceci, puisque prochaine vidéo, ça sera le gameplay. Je reviendrai pas sur le choix des cartes, on en a, je pense, très largement parlé. Si ça vous a plu ou intéressé, un pouce, un commentaire, j'adore vous lire. Je vous souhaite de bonnes games et à très vite.